Francis Ngannou a choqué le monde. À très peu de choses près, il créait la surprise contre Tyson Fury en boxe anglaise. Cette superbe prestation en 10 rounds qui a amené à une décision partagée, controversée, serrée, a rendu le Camerounais légitime dans le monde de la boxe anglaise. Et le 8 mars, il affronte un autre gros nom des poids lourds, Anthony Joshua. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où on analyse l'art de la bagarre et où nous étudions la science de la violence. Ceci est le Coach Talk avec Aldric Cassata et nous allons discuter du choc en boxe anglaise entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Aldric, on se lance directement dans le bain avec une question. Quels sont les grands éléments que tu retiens du tout premier combat de boxe anglaise de Francis Ngannou? Pour rappel, c'était contre Tyson Fury il y a quelques mois. Définitivement, Francis sait boxer et quand j'écoute un petit peu la parole de tous les podcasts américains et des critiques de boxe, c'est ce que tout le monde a dit. Tu vois, tout le monde le voyait comme un monsieur qui était capable de frapper fort, mais qui n'avait pas de footwork, qui n'avait pas de garde, qui n'avait pas de jab. Et voilà. Je pense que, en fait, si je devais résumer ça en une phrase, je dirais l'effet de surprise est passé. Est-ce que Tyson l'a sous-estimé? Oui. Est-ce que Fury va le sous-estimer? Non. Mais ne coupez pas le podcast maintenant parce que en développant, on va voir qu'il y a vraiment un clair chemin pour la victoire. Enfin, c'est ce auquel je crois. Et on verra la suite. Mais en tout cas, le chemin de la victoire ne sera pas l'effet de surprise. Oui. Et par contre, tu as juste fait un lapsus. Tu as dit est-ce que Tyson l'a sous-estimé? Oui. Est-ce que Fury l'a sous-estimé? Tu voulais dire Joshua. Non, est-ce que Joshua, pardon, ouais, tu as raison. Alors, lapsus révélateur parce que je pense qu'il va vraiment pas le sous-estimer, mais tu as raison. Est-ce que Anthony Joshua va sous-estimer? Non, je pense que clairement, là, il sait qu'il a affaire à un boxeur. Mais malgré tout, moi, je vois des choses, notamment dans les... On va le développer dans le podcast, mais même s'il le sous-estime pas, il y a clairement un chemin de victoire et même si je fais sauter d'un bond les adorateurs de la boxe anglaise et les férus du noble art, moi j'y crois réellement et l'avenir dans une petite semaine nous le dira. C'est très, très, très intéressant. On va peut-être mettre un petit peu de contexte. Tu as eu une super longue journée. Tu as eu vraiment une super longue journée en termes d'interviews de l'UFC qui vient, etc. etc. Donc voilà, on va être indulgent avec toi. Et les amis, soyez indulgents avec moi aussi parce que pour l'instant, ma vie, c'est un vrai bordel. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, donc, ce que je retiens du premier combat de Francis Ngannou, je vais vraiment aller dans le détail et on va échanger dessus. Donc, première chose qui m'a vraiment, vraiment surpris et à laquelle je m'attendais absolument pas, c'est son cardio qui est adapté à la boxe anglaise. Il a été capable de tenir les 10 rounds et j'irais jusqu'à dire qu'il a même été capable d'accélérer sur la fin. Et de limite donner l'impression qu'il avait plus d'énergie que Tyson Fury en fin de combat, ce que j'ai trouvé très impressionnant parce que Brian en a déjà beaucoup parlé parce que Brian il fait beaucoup de sparring anglaise pour l'instant. C'est pas le même cardio du tout. Et être capable de tenir 10 rounds de 3 minutes, c'est du solide. Le fait qu'il ait été capable de le faire, c'est très impressionnant. Je te rejoins, même si je trouve quand même que le rythme n'a pas été très soutenu à certains rounds. Je vais nuancer mon propos, mais il y a eu des rounds corrects. Jamais très haut dans l'intensité, mais il y a eu des rounds quand même un petit peu passifs. Mais en fait, moi, ma grande déception vis-à-vis de Tyson Fury, c'était justement son volume. Je pense que son volume était beaucoup plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Alors, en termes de mouvement, il y avait peut-être autant d'informations qui étaient envoyées à Francis Ngannou, dans le sens où il envoyait beaucoup, beaucoup de feintes. Mais en termes de volume, de réel volume, de output, de frappe qui cherche à toucher, c'était plus faible que ce dont on a l'habitude de Tyson Fury, selon moi. Alors, le deuxième point qui m'a pas vraiment surpris, mais qui mérite d'être souligné, c'est que clairement, sa puissance est aussi effrayante dans des gros gants que ça ne l'est dans des petits gants. Donc ça, je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Tyson Fury avait un plus faible volume de jeu, c'est qu'il s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas le droit à l'erreur du tout. Même si il a eu 3 combats contre Deontay Wilder, et je trouve qu'il était plus actif contre Deontay Wilder. Ouais, puis, mais tu as raison, parce que, ok, il a un petit peu baissé de rythme, ok, il a été un peu sur la réserve, ok, il a peut-être un petit peu sous-estimé. Cela étant, si c'était plus engagé, il aurait pu aussi être
plus contré. Il faut quand Mhm. même relativiser. Ça aurait quand même augmenté les chances qu'il soit touché fort et qu'il soit contré. Mhm. Euh, mais c'est vrai que clairement, si on va pas commencer à épiloguer sur la suite, mais ce combat laisse la place à une revanche quand même avec un Fury un petit peu mieux préparé, au moins physiquement, Mhm. et un peu plus actif. Mais ça, c'est un autre débat, puisque là, on va déjà se concentrer sur Anthony Joshua. Bien sûr. Alors, le point d'après qui, pour moi, est très important, voire crucial, c'est le fait qu'il a prouvé il a à nouveau prouvé qu'il avait un menton d'acier et qu'il a le mental qui va avec, dans le sens où il est prêt à encaisser une frappe s'il peut en remettre une plus forte dans l'échange. Et je pense que ça justifie notamment le knockdown, hein. Il a accepté de prendre un bras arrière pour pouvoir placer son check hook. Et c'est dans les sports de combat, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, surtout chez les poids lourds. C'est en général quand tu combats en poids lourd, bah, tu vas taper l'autre. Si l'autre est touché, il y a un genre de reset. Il va pas engager en encaissant une frappe parce qu'on connaît le danger chez les poids lourds. C'est une frappe suffit pour éteindre les lumières. Et Francis a vraiment été confiant en son menton contre Tyson Fury, ce qui le rend vraiment dangereux. Parce que je pense que les poids lourds n'ont pas cette habitude d'avoir quelqu'un qui est là. Ok, tu vas me toucher, mais je vais te toucher en retour et ma frappe sera plus puissante. Ouais, et c'est bien que tu soulignes ce point. Moi, j'ai envie de le développer, ce point. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a un capital santé encore préservé et du coup, il peut se permettre de prendre des coups? Je pense qu'il s'entraîne très intelligemment. Ouais. Et quand il était en France et aux États-Unis, je pense que pendant ses combats de MMA, il a rarement été touché. Ouais. On voit que même des fois, quand il avait quelqu'un de solide en face, exemple Lewis, il n'engageait pas, il prenait pas beaucoup de coups parce que on se rappelle bien de ce combat soporifique, Malheureusement, ouais. tu vois. Et c'est un combattant avec un fight IQ très important. Et moi, je pense qu'en poids lourd, il fait partie. Tu sais, vraiment, quand on parle de Cyril Gane, Francis Ngannou, je pense que c'est un des combats les plus intelligents en termes de fight IQ. Alors oui, ok, il y a eu Mhm. des périodes un petit peu creuses dans ce combat, il y a eu des scénarios, mais je pense que c'est deux des plus gros fight IQ qu'il peut y avoir en poids lourd. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, grâce à ça, la conséquence de cette préservation un petit peu du capital santé et du menton, effectivement, aujourd'hui, s'il doit aller à la guerre et s'il doit prendre pour donner, il est parfaitement capable de le faire malgré son âge, Mhm. puisque il n'est pas tout jeune. Je crois il a quoi, 36, il va faire 37. Est-ce que je dis une sottise, Chris? C'est Je ça que j'ai crois en pas. tête. C'est ça que j'ai en tête. J'ai ça aussi en tête. Et donc, voilà, ce capital santé lui permet, s'il faut échanger, d'échanger très fort. Ouais, et on en parle peut-être trop souvent sur nos podcasts, mais il y a âge et kilométrage, et en termes de kilométrage, c'est encore très faible du côté de Francis. Alors ici, ça va être difficile à amener ça en français, mais je trouve que son défaut est son avantage. Pardon. Son défaut est son avantage dans le sens où on sent que c'est pas un boxeur de formation. Il n'y a pas une grande propreté technique. Les déplacements ne sont pas aussi propres que ceux de Usyk, évidemment. On va comparer à un des meilleurs poids lourds en termes de déplacement. Mais ça le rend difficile à lire aussi. Dans le sens où, comme on le dit souvent sur ce podcast, l'efficacité a beaucoup plus d'importance. Ça prime complètement sur la finesse technique. Et Ngannou, on a l'impression que pour compenser son manquement en finesse technique de par le fait qu'il a commencé la boxe anglaise très récemment par rapport à ceux qui l'affrontent en Tyson Fury et en Anthony Joshua, bah, il mise simplement sur l'efficacité. Et peu importe ce qui lui permet de toucher son adversaire, il va l'utiliser, même si c'est pas textbook, même si c'est pas académique. Et je pense que on peut voir ça comme un défaut, mais on peut aussi voir ça comme un avantage qui va potentiellement et qui a, selon moi, aussi rendu Tyson Fury attentiste dans ce combat, c'est le fait d'être difficile à lire parce que c'est nouveau pour les boxeurs de formation. Ouais, je te rejoins. Après, moi, je dis toujours, et comme on est spécialisé en MMA, mais moi, depuis des années et des années, je regarde de la boxe anglaise et j'en suis passionné. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un jab solide, tu peux te permettre d'avoir des déplacements peu orthodoxes. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu sais pas jabber, ton footwork est primordial. Mais à partir du moment où ton jab est solide et avec un jab, tu peux toucher très fort, voire downer, ben, au final, on s'en fout un peu de comment tu te déplaces parce que le mec en face est obligé d'apporter énormément d'attention à ton jab. Et d'ailleurs,
Dans mon intro avec toi, si j'avais préparé celle-là parce que je la trouvais intéressante, mais si j'avais dû dire une chose de plus ou d'autre, j'aurais parlé de son jab. Moi, il m'a clairement montré qu'il avait un jab absolument oufissime, et je trouve que c'était pas le cas en MMA, malgré parce que je me suis amusé à regarder pas mal de combats de Francis, parce que déjà ils sont courts, hein, parce qu'il a passé pas beaucoup de temps, notamment à l'UFC, et je trouve pas qu'on ait vu, hormis à de rares exceptions, la qualité du jab de Francis, façon boxe anglaise en tout cas. Donc, on doit partir du principe que son camp d'entraînement pour Tyson Fury a vraiment été très, très efficace dans le développement de son jab, qui est une arme cruciale, évidemment, en MMA, mais encore plus en boxe anglaise. Alors, la dernière conclusion que j'ai tirée de ce premier combat, qui paraissait logique aux yeux de tous, mais c'est très, très, très important de le souligner ici, c'est que son background en MMA, ou en tout cas le fait qu'il ait eu une belle carrière en MMA, ça lui donne un avantage considérable au clinch. Il sait comment se positionner, les muscles nécessaires pour être actif et efficace dans le clinch ont été développés, ce qui fait que c'est peut-être là où Tyson Fury a été le plus surpris, c'est dans le infighting et dans le corps à corps. Ouais, surtout que Fury, depuis son passage aux États-Unis, il avait beaucoup changé ça, et il se sert beaucoup du corps à corps pour peser et fatiguer ses adversaires. Là, on va parler en langage un peu argot, il s'est clairement fait bouger. Et du coup, je pense que c'est une arme, et je pense que dans les moments un peu hauts en termes de cardio, Francis doit le développer. Francis doit le développer parce que je l'ai trouvé hyper solide et hyper fatigant, puis c'est quand même un gros poids lourd. Donc fort, costaud et lourd. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il doit développer. Là il s'est contenté de, entre guillemets, de contrer Fury sur ce game plan, mais je pense qu'il doit l'intégrer dans le sien, parce que c'est quelque chose dans lequel il excelle, et notamment aussi sur le dirty boxing qui découle de ça. Tout à fait. Eh ben, moi, j'ai eu exactement cette impression. J'ai l'impression que il a eu une approche très intelligente de comment faire une transition du MMA vers la boxe anglaise en développant un footwork intéressant. Encore une fois, c'est pas comparable à des gens qui font ça depuis des années, mais par rapport au temps qu'il a eu pour se préparer pour ce combat, il a développé un footwork intéressant, un jab intéressant, système défensif encore à améliorer, je dirais, mais voilà, ça lui a permis de faire un bon premier combat de boxe anglaise, et ce qu'il en ressort, c'est que naturellement, il a quelque chose pour le clinch en boxe anglaise, qui selon moi doit être son gros chantier entre son premier combat et ce deuxième combat, parce que c'est là où il va vraiment pouvoir gêner Anthony Joshua, selon moi. Maintenant, on va en discuter dans la partie game plan. Je suis d'accord avec toi. Je te réponds juste une question par une question. Je te réponds à cette phrase que je trouve totalement légitime. Est-ce que Ruiz a un bon footwork? Et répondez-nous en commentaire, hein, ceux qui vont écouter ceux qui vont écouter ce podcast demain, je pense. Répondez-nous en commentaire. Est-ce que Ruiz a ou avait, au moment en tout cas de leur affrontement, un bon footwork? Moi, je trouve qu'il avait un footwork efficace par rapport à son gabarit et celui de Anthony Joshua. Je pense qu'il se mettait à une distance qui était intéressante et qui forçait Joshua lui-même à surengager alors qu'il était plus grand. Et ça lui a créé des ouvertures. Donc c'était plus... parce que quand on regarde les autres combats de Ruiz, je dirais pas que c'est sa force. Sa force, c'est pas spécialement ses déplacements. Mais par contre, son positionnement et sa compréhension de son format par rapport à celui de son adversaire et de où il se trouve sur le ring, c'est ça qui le rend intéressant, et qui a complexifié la tâche à Anthony Joshua lors du premier combat. Et du deuxième, en fait. Parce que le deuxième n'était pas une victoire si simple. Non. Je pense que, est-ce que tu considères qu'avec c'est une longue introduction, là on va plus parler d'introduction, mais est-ce que tu considères que l'angle qu'on a pris a bien permis d'établir le profil sportif de Ngannou en tant que boxeur? Ok, transitons vers Anthony Joshua. Comment est-ce que tu définirais son profil de boxeur une fois qu'il est sur le ring? Là, je vais parler d'une carrière entière. Il nous a montré dans la globalité de sa carrière, il a 3 défaites, hein, qu'on revienne dessus. Une contre Ruiz et 2 contre Usyk. Est-ce qu'on peut dire que celle de Ruiz est accidentelle? Moi, j'ai envie de dire oui, clairement, même s'il y en a plein qui vont dire oui, mais non, mais tu sais pas ce que tu dis. Eh ben, je le dis. Moi, je la considère clairement comme accidentelle, et je pense qu'il avait
ouais, il avait clairement sous-estimé un peu. Ben, on fait le parallèle avec ce qu'on a vu. Mhm. Et je pense que les deux seules fois où il a été outboxé, c'est-à-dire battu par quelqu'un de plus technique que lui, c'est les deux combats contre Usyk qui ne laissent place à aucune contestation. Donc ça, c'était le préambule. Donc pour dire, c'est, je pense, quelqu'un qui a toutes les qualités d'un très grand champion. Il est athlétique, il est grand et techniquement, il est très très au-dessus du niveau moyen des poids lourds. C'est le Du moins niveau qu'on top puisse 10 dire. des poids Ouais, lourds. ouais. Parce que moi, je suis très. Alors, je suis en train de redevenir amoureux. Pour ceux qui ont écouté déjà des podcasts qu'on a fait pour les previews d'Azen, j'aime plutôt les 135, voire les 140 livres. C'est vraiment la catégorie que j'aime regarder. Cela étant, quand je vois des Martin Bacolé qui arrivent dans la catégorie, j'avoue que dernièrement, il y a un regain d'intérêt, je trouve, sur cette catégorie poids lourd. Et Francis y contribue, hein, puisque je crois qu'il est classé maintenant. Il est dans le top 15 des 4 fédés, WBC, si ouais. je ne dis pas voilà, de sottises. Et je trouve que moi, l'arrivée déjà de Bacolé et de Ngannou dans ce top 15 me fait avoir un regain d'intérêt sur celle-ci et me donne envie de regarder les futurs affrontements. Bah, clairement, en plus, l'événement de Noël sur lequel on a eu Joshua contre Wallin, je trouve qu'en termes de poids lourd, on a eu du très beau spectacle. On a eu évidemment Joseph Parker et Zhang, il était sur cet événement-là ou pas? Il me semble. Je sais Il me plus. semble, Ou alors je confonds j'avoue. parce qu'ils s'affrontent maintenant. Mais il y avait Mais de toute un autre façon, poids quoi lourd. qu'il arrive, tu as raison de le souligner. Il y a Zeng qui, même s'il n'est pas tout jeune, parce que lui, je suis sûr, assurément qu'il dépasse les 38, on a envie de le voir se confronter aux autres poids lourds de ce top 5. Et non, non, il y a vraiment, moi je trouve, alors ok, on revivra peut-être jamais certaines époques emblématiques de la catégorie heavyweight, mais moi j'ai envie de regarder quand même. J'ai envie de regarder ce qui se passe dans ces hommes forts en ce moment et je trouve qu'il y a un net regain d'intérêt. Ouais, c'était Daniel Dubois. Comment j'ai pu oublier avec la grosse différence de Du poids qu'il bois, y a ouais. eu. Il y avait aussi Philippe Argovic, que j'arrive pas très bien à prononcer, mais c'était une chouette soirée pour mettre en avant les poids lourds et nous remotiver aussi à Ben voir là, je te ça. repose une question Ouais. vite fait. Est-ce que l'Arabie Saoudite est en train de sauver la boxe anglaise? Ouh, c'est une très bonne question, ça. Bah, j'ai envie de dire que factuellement, c'est difficile à contre-argumenter ça. Je sais pas si c'est exactement. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises en disant ça, mais j'ai presque envie de dire que c'est grâce aux événements en Arabie Ouais. Saoudite qu'on a des confrontations que les fans de boxe anglaise voulaient voir depuis des années. Ça a un peu débloqué. J'ai l'impression que historiquement, on le sait très bien, il y a des combats qui mettent 3 ans à être négociés en boxe anglaise, et j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs de ces combats qui ont été organisés un peu en un claquement de doigts et Je suis qui d'accord avec permet toi. de nous offrir ces combats. Donc oui, j'ai l'impression que ça contribue à débloquer un peu certaines situations. Ça, Ouais. sauver, c'est peut-être un trop grand mot, mais par contre, clairement, on a eu beaucoup de très très beaux combats de boxe anglaise en 2023 et maintenant en 2024 qui sont prévus. Et là, je vais pas dire la plupart, mais une grosse partie, une belle partie sont organisés en Arabie Saoudite. Donc ça contribue vraiment à redonner une belle visibilité à ce sport, ce qui était nécessaire, parce que quand on s'y intéresse de plus près, c'est magnifique. Les plus beaux combats, c'est tellement agréable. Alors, pour Anthony Joshua, moi, la façon dont je le décrirais, c'est la simplicité efficace. C'est pas quelqu'un qui va inventer quelque chose de nouveau en boxe anglaise. Il va travailler sur son jab. Il va construire son jeu sur son jab et toutes les variations. Donc les feintes, attaquer au corps, attaquer à la tête, up jab. Ouais, il va l'envoyer sous différents angles. Et le but de ce jab, c'est de cacher ou de set up son bras arrière, lui aussi, sous toutes ses variations. Ça peut être un direct en ligne, ça peut être un crochet arrière, ça peut être le overhand, ça peut être le uppercut, qui a été aussi qui a été le début de la fin du combat contre Klitschko. C'est un combat que je cite de manière volontaire, parce que clairement en termes de format, Anthony Joshua, on le voit rarement contre des gens qui ont une aussi bonne allonge que lui, voire une meilleure allonge que lui, et là ce sera le cas pour Ngannou, il faudra absolument qu'on en parle. Et voilà, justement, je trouve qu'il sait très bien utiliser les spécificités morphologiques qu'il a, c'est-à-dire qu'il est grand, mais il a une allonge quasi hors norme par rapport à sa taille, et cette fois-ci ce ne sera pas un avantage contre Ngannou qui a 5 cm d'allonge en plus, je pense que c'est 2,13 m contre 2,8 m d'allonge. Par contre, Joshua est légèrement plus grand en taille, je pense.
Bref, ça va être intéressant d'en parler. Pour le stance, j'ai les mêmes chiffres que toi. Ah ben pour voilà, la longe. je pense que je suis allé, et je le dis de tête, je suis allé voir juste avant Ngannou sur Tapology et Joshua sur BoxRec. Alors on sait qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais voilà, en général, on peut dire ils ont quasi la même taille, léger avantage Joshua a priori, et presque la même allonge, léger avantage Ngannou. Tous les deux une allonge qui est spectaculairement grand par rapport à leur taille qui est déjà immense. Pour finir sur Joshua, bonne gestion de la distance, notamment grâce à un bon jeu de jambes, un jab qui est très bien exploité. Et comme tu l'as dit, hein, si tu as juste un jab, ça te permet déjà de pas nécessiter un bon jeu de jambes, mais si tu as les deux, c'est difficile de te cadrer, tu vas trouver tes angles, tu vas trouver ta distance, comment toucher sans te faire toucher, etc., etc. Et puis, il a une défense qui est imperméable par défaut. C'est-à-dire qu'il est tellement académique que, à moins qu'il envoie son bras arrière est toujours en protection et de la tête et du corps. Et donc, il n'a pas besoin de faire beaucoup de mouvements défensifs pour pouvoir t'empêcher de le toucher clean. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il faut savoir contourner sa défense. Et dans les profils, un bon contreur, ça peut être une bonne opportunité pour lui. Donc, Francis Ngannou. C'est ça, c'est pour ça que je te disais ça. J'aime bien ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment en ce moment, il est de bon ton d'utiliser cette expression. On dit c'est le visage. C'est très à la mode. Je fais des petits pics un petit peu partout et ceux qui ont la ref en rigoleront avec nous. Mais c'est vrai que si on doit mettre un visage sur la boxe académique et en fait, là, quand tu vois ça, c'est ça. Moi, pour avoir pu m'entraîner dans le passé en anglaise et travailler avec des mecs. Comme Ryan Davis, qui était un grand boxeur, il n'est pas décédé, hein, mais qui est un grand boxeur américain, il dit toujours le jab pour set-up le reste, et c'est 80% des coups, c'est le jab. Et quand tu écoutes ces vieux de la vieille, même les vieux records de Don Hamilton et de tous ces vieux entraîneurs d'anglaise, c'est comme ça qu'ils ont set-up la boxe. Et même s'il y a eu des contre-exemples en poids lourd, dans plein de catégories, des mecs qui ont changé un petit peu cette définition, ça reste la vraie définition de la boxe et c'est ce que Joshua fait parfaitement bien. Après, est-ce que, comme tu l'as dit, il y a un chemin? Oui, parce qu'il y a deux trucs, moi, qui me font dire qu'il y a un chemin vers la victoire pour Francis. Un, le gabarit. Il n'est pas très à l'aise quand même quand il combat des mecs qui ont le même gabarit que lui. Et moi, j'ai envie de dire que le Ruiz, c'est pas une erreur sur la puissance, c'est pas du tout ça. C'est que Ruiz, il avait un style quand même peu académique, disons-le, notamment le Ruiz 1.0, le premier. Je trouve qu'il a beaucoup changé, que ce soit morphologiquement ou même dans sa boxe après ce combat. Et je pense que le côté peu académique de Francis, plus son gabarit, est vraiment déroutant et peut être vraiment déroutant pour un technicien pur et dur qui est Anthony Joshua. Ouais, exactement. Je te rejoins là-dessus. Je pense que tu fais une excellente transition vers la partie game plan, comment l'un et l'autre doivent se préparer, quelle stratégie l'un et l'autre doivent implémenter pour maximiser ses chances de victoire. Donc avant de faire ça, merci à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant. Ça fait plus de 20 minutes que vous êtes en train de nous écouter. Donc vous appréciez un minimum. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire. Si vous n'avez pas encore liké pour donner un peu de force à la chaîne et commenter avec votre pronostic, c'est le moment aussi. Et alors j'en profite aussi pour faire le call to action. Ce combat sera disponible sur DAZN en pay-per-view, j'insiste. Les liens sont en description. Il y a le lien pour les Français, le lien pour les Belges. Vous cliquez, vous prenez votre passe si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez déjà votre passe, il faudra payer un surplus en pay-per-view. Et alors, c'est peut-être le bon moment de prendre le pass puisque la veille, il y aura aussi le PFL Paris. Donc, d'une pierre, deux coups. Enfin, allez, c'est de deux pierres, deux coups parce qu'il y a l'abonnement plus le pay-per-view pour cet événement-ci. Bref, passons au game plan. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait à établir le game plan d'abord en scindant la boxe sous 4 distances et décidons quelle est la meilleure distance pour qui? Donc, d'accord. Je mettrais la distance MMA en boxe anglaise, c'est la distance où même en tendant ton bras, tu ne vas pas toucher ton adversaire, tu dois d'abord faire un pas pour aller le toucher. Ensuite, tu as la distance bras tendu. En MMA, c'est la distance boxe anglaise. Ensuite, tu as la distance courte pour crochet uppercut. Et puis, on va dire le infighting, le clinch. Donc, pour moi, on va distinguer 4 distances. Et je vais te poser la question. Donc, selon toi, on va commencer par le plus simple. La réponse, pour moi, elle est très simple. Distance bras tendu, l'avantage est pour qui? Joshua. On est clair. Pour moi. Ça me semble... Je pense qu'on aura un consensus là-dessus. Alors, attention, hein, quand on dit ça...
Ça ne veut pas dire que Ngannou a aucune chance à cette distance. Mais non, on parle d'homme fort, on parle de poids lourd, on parle de capable les deux sont capables d'éteindre la lumière très facilement. Donc, ce sont des statistiques. Mais oui, on est sur une distance où la lecture de l'épaule, où la boxe académique, où les années de pratique de Joshua font la diff, c'est certain. C'est certain. Voilà, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un shot qui arrive et qui touche et qui fait mal. Mais ces mecs qui ont toujours concentrer leur attention sur cette distance, qui sont capables de lire un appel du pied ou une épaule. Nous, en MMA, quoi qu'il arrive, je dis nous parce que je parle de nous dans la discipline en général, on a beaucoup d'autres informations à gérer à cette distance et tu peux pas être vraiment concentré là-dessus et faire de cette distance ta distance fétiche, en tout cas sur la boxe. Et venant d'un boxeur qui fait ça depuis tout jeune, clairement, il a l'avantage dans cette distance, c'est certain. Exactement. Pour moi, si le combat a lieu à 85% du temps à distance de bras tendu, on aura un avantage Joshua. C'est pas pour autant que Ngannou ne pourrait pas nous surprendre, mais voilà, les minutes, on va dire ça comme ça, les minutes seront gagnées par Joshua. C'est pas pour autant qu'il y aura pas des moments pour Ngannou. Alors, j'ai passé à la deuxième distance qui, selon moi, est plutôt facile à évaluer. Si on est au clinch, avantage Ngannou. Voilà, avantage Ngannou. Là-dessus, on est d'accord. Et donc, puissance, et je trouve que le dirty boxing, en plus, c'est quelque chose en boxe anglaise, comment dire, c'est quelque chose de, entre guillemets, récent en boxe anglaise. Je trouve que les arbitres sont plus, pas favorable, mais laisse un peu plus travailler sur le dirty boxing, chose qui était quand même dans les années 90-2000 quand même nettement moins le cas, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je donnerais aussi un avantage un peu plus large du côté de Ngannou, parce qu'on laisse davantage travailler aujourd'hui et donc il va pouvoir travailler à partir de là. Et ce sera pas juste stratégique, genre je viens parce que tu m'as attaqué et je viens bloquer tes bras en mode c'est un outil défensif et je viens pour essayer de te fatiguer. Non, je peux vraiment travailler à partir de là et je peux marquer des points aux yeux des juges à partir de cette distance-là. Alors maintenant, les deux distances où ça va être peut-être plus difficile d'évaluer, la distance courte, donc la distance, on va dire crochet, uppercut, ce genre de choses, à qui est-ce que tu donnerais l'avantage? Tu as raison, c'est très difficile parce que alors pareil, je vais faire un petit rappel dans le temps. Pour les vraiment les aficionados de la boxe, Floyd Mayweather, Maidana. Au départ, c'est le poulain de Floyd, Adrian Broner. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ce combat. C'est Broner au début qui est à l'époque le poulain de Floyd, comme l'était Gervonta Davis il n'y a pas si longtemps, qui prend Maidana, il perd. Et Floyd est très énervé parce que c'est lui qui monte la soirée, ceci, cela. Et du coup, il octroie une chance à Maidana. D'ailleurs, il n'en a pas eu une, il en a eu deux des shots parce que le premier, il était vraiment tendu et serré. Et pourquoi je parle de ça? Parce que Maidana, c'était pas un combattant de MMA, mais il était adepte du cross. Et le cross contre des techniciens a vraiment son importance, et surtout quand il est fait à cette distance. Voilà, j'ai été un petit peu long, je suis désolé. Mais voilà pourquoi. Parce que Joshua, je ne sais même pas te dire combien il a de KO sur des crochets courts ou des uppercuts. Dans la majorité de ses KO, je pense que c'est en tout cas en grande majorité. Et on sait qu'il est en tout cas très dangereux à cette distance. Mais Francis n'est pas un combattant de boxe anglaise et il sait faire un cross sur ses changements de niveau et au même titre que ça avait considérablement gêné Floyd contre le premier affrontement de Maidana, bah, ça peut faire la diff aussi en faveur de Francis sur l'affrontement contre Joshua. Ouais. Voilà pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer un petit peu le contexte. T'as raison. Moi j'ai eu du mal à me décider, mais je pense quand même donner un avantage à Anthony Joshua à partir de cette distance. Avantage. C'est ce que je dis, il y a un oui, mais oui, bah avec un bémol fort que je dirais que j'imagerais en parlant de ce cross avec changement de niveau. C'est ça. Et alors la dernière distance qui m'était aussi très compliquée, parce que là c'est un peu l'inverse. J'aurais tendance à dire, on est en distance MMA, donc on a Ngannou qui est plus habitué à cette distance, à comment réagir quand il y a une attaque qui provient de cette distance. Ceci étant dit, pour moi, pour une fois, je vais répondre avant toi. Ça dépend de ce qu'on fait à partir de cette distance. Donc, si Joshua engage à partir de là, ce qui signifie qu'il doit faire un step ou surengager, ce sera à son désavantage. Par contre, je pense qu'il a un footwork qui va lui permettre de pouvoir, de cette distance, rentrer dans sa distance bras tendu et travailler à partir de là sans qu'il y ait un risque pris dans la transition. Et dans ce cas-là, il pourrait utiliser cette distance à son avantage. Donc là, c'est plus une question d'utilisation. C'est pas une question il y en a un qui a un avantage par rapport à l'autre par défaut.
Ouais, c'est pour ça que je mets un petit plus moi sur Joshua à cette distance parce que je pense qu'au niveau du footwork, Hmm. s'il a préparé convenablement ce combat, il surengagera pas et il aura une responsabilité défensive. Alors je dis pas qu'il va faire que se réfugier sur son jab, mais je pense qu'il va faire que se réfugier sur son jab en tout cas dans les premiers rounds. Ah ben j'aime bien ce que tu dis parce que ça fait partie de mon game plan pour Joshua. Alors avant de passer justement à la partie game plan précise, je suis obligé de le dire, forcément en boxe anglaise, il n'y a pas que la distance qui compte, il y a aussi les angles. Donc là j'ai scindé pour les distances. Normalement le travail d'angle sera meilleur du côté de Joshua parce qu'on doit partir du principe qu'il a un footwork plus élaboré. Donc voilà, c'est une notion qu'il fallait souligner avant de partir dans la nouvelle partie de ce podcast. Donc ici en termes de stratégie, du côté d'Anthony Joshua, qu'est-ce que tu recommanderais si tu devais le préparer à un profil comme Francis Ngannou en tant que boxeur? Bah, j'ai un peu triché, j'ai commencé à en parler, mais je pense vraiment que euh, il faut sécuriser la victoire et pour sécuriser la victoire, il faut prendre les premiers rounds. Mhm, Pas forcément de façon nette, mais on sait que les juges de boxe anglaise sont très spécifiques. mhm, On sait que la défense compte mhm. énormément dans la notation. C'est très différent. Pour ceux qui regardent le MMA et qui nous suivent sur le MMA, comprenez bien que la responsabilité défensive qui est absolument anodine en MMA, elle est juste pour le plaisir des connaisseurs et des yeux, est vraiment prise en considération dans la boxe anglaise. Ça dépend des Donc, oui, fédérations. c'est vrai. Que je m'étais renseigné sur la C'est pas façon faux. de scorer C'est les pas faux combats non en plus. boxe anglaise, il y a des C'est pas spécificités faux par non plus. fédération. Ouais, ouais. Mais en Mais dans la général, grande ça fait majorité partie des des, cas, voilà, effectivement, elle est prise en compte. ça fait partie des Mais quatre c'est pour ça que critères. Voilà. des 4 critères de notation. Mm. Je pense, alors là, il va dire, mais comment? Il est hyper hypé depuis le début et là, il prend des réserves. Non, je suis hyper hypé par l'affrontement, mais je pense que les 3 premiers rounds peuvent être considérablement ennuyeux. Voilà, je l'ai dit. Nous, on ne sera pas ennuyés parce qu'on attendra la suite avec grand intérêt. Et peut-être que Francis va essayer de briser cet ennui. Cela étant, moi, je vois un Joshua qui score ses rounds, Mhm. qui essaie de générer des dégâts avec son jab et qui ne prend aucun risque, à part si vraiment il y a une grosse erreur de déplacement ou un surengagement Ouais. à la Rosenstruck, pour ceux qui ont la ref, de Francis. Ben voilà, moi je te rejoins à 200%. Je pense que Joshua, il doit jouer sur la carte de la patience, envoyer du volume avec son jab beaucoup plus que Tyson Fury, justement pour pouvoir, prendre les rounds de manière plus claire que Tyson Fury, deux, pour forcer un peu de fatigue ou ouais, créer de la fatigue chez Ngannou, parce que si tu manques de volume, tu vas pas le fatiguer et au final tu vas faire tout un combat patient avec que des rounds serrés et ça va être un peu la même structure de combat que ce qu'a eu Tyson Fury et donc ça va pas être bon ça pour Joshua. Il doit gagner ce combat hein, normalement. Donc je te rejoins amplement là-dessus et c'est là peut-être toute la difficulté. C'est comme tu l'as dit en début de podcast et j'ai beaucoup aimé quand tu l'as dit, c'est plus tu vas mettre de volume, plus tu donnes des opportunités à Ngannou de contrer, ce qui est son jeu. Donc il faut donner Ça. ce volume intelligemment, c'est-à-dire envoyer des frappes qui ont un minimum de risque de remise dangereuse. Donc le jab. Juste, pour nuancer un peu, on a décrit, on a dessiné en Anthony Joshua un technicien. Cela étant, ça reste des poids lourds. Et même si sa technique est irréprochable, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Joshua est capable de faire un combat entier à la Shakur Stevenson? Non, c'est pas une recommandation à donner à des poids lourds. Je trouve par défaut, C'est ça. tu aurais pu me poser la question sur n'importe quel poids lourd. Je pense que je t'aurais dit. Certains en sont capables en termes de compétences. Est-ce que c'est une bonne idée? Absolument pas. Ouais, puis est-ce qu'il a vraiment l'endurance pour se déplacer autant? Est-ce que c'est pas risqué? Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de C'est 10 paramètres et rounds, tu as donc raison. peut-être. Sur Mais en 12. poids lourd, Ouais. je suis d'accord avec toi, c'est difficilement envisageable et surtout Mhm. pas à conseiller. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va essayer, comme on dit dans le jargon, de l'attendrir sur les premiers rounds, Ouais. d'essayer de générer une fatigue, de faire baisser le niveau de dangerosité. Même si on a quand même vu dans le 8e ou dans le 9e un Francis dangereux hein, Bien sûr, très. contre Fury. Avec le bémol du rythme. Là, est-ce que si on met un rythme plus conséquent dès le début, est-ce que s'il le fait frapper dans le vide en désengageant rapidement, il y aura le même niveau? Pas sûr. Franchement, Mais, en fait, il y a encore beaucoup d'inconnus. Là, on sait qu'il a un niveau top 15 mondial et franchement, je le pense sincèrement. mhm. Maintenant, est-ce que il est capable de performer même s'il frappe dans le vide? Est-ce qu'il est capable de performer même s'il a du mal à toucher?
Ben, on va le découvrir la semaine prochaine. Mais ici, on va même sortir du combat Joshua contre Ngannou. Quand tu fais face à un excellent contreur, la première recommandation qu'un coach va te donner, c'est feinte. Tu feintes en contreur, il va contrer dans le vent, ça va le frustrer, ça va le fatiguer et ça va le rendre attentiste à continuer à contrer parce que quand tu contres systématiquement dans le vent, tu te fatigues, tu te frustres. Et donc à partir du moment, le gars il va feinter, tu vas plus réagir et c'est à ce moment-là où pas de réaction, c'est une réaction. Au lieu de feinter, tu envoies ta frappe et tu sais qu'il n'y a pas de contre qui arrive. Donc, d'un point de vue stratégie, je pense que Joshua, il doit beaucoup feinter, ce qui n'est pas spécialement son jeu. Et on a vu Tyson Fury utiliser beaucoup de feintes et Ngannou qui avait plutôt une bonne lecture. Alors ici, j'en profite parce que j'ai lu beaucoup de gens dire que Ngannou réagissait énormément avec sa main arrière sur les jabs de Tyson Fury et les feintes de jabs de Tyson Fury, dans le sens où il chassait très loin et il avait un retour très lent. Et donc les gens disent 1-3. Logique. Quand tu as quelqu'un qui chasse avec son bras arrière en garde fermée, feinte le jab, viens avec ton crochet avant, tu vas trouver ton ouverture. Et moi, je pense que ça, c'est une grosse illusion parce que Adesanya contre Blachowicz, on disait exactement la même chose de Blachowicz. Blachowicz, c'est ça. Il fait que chasser. Adesanya, le maître de la feinte, le maître de la lecture de pattern, le maître de capitaliser sur les ouvertures qu'il peut créer avec ses feintes. Son crochet avant, il n'est pas passé une fois. Pourquoi ? Parce que Blachowicz, il a une double défense. Il chasse et il retire sa tête en même temps. Donc, si tu envoies ton 1-3, tu vas quand même manquer la cible parce qu'il y a une distance qui va être créée. À moins que tu cherches vraiment avec ton 3 derrière la tête où elle est au début, comme ça, tu contournes les deux. Mais donc, je pense que ça, c'est une illusion. Je pense que beaucoup de gens voient Anthony Joshua s'imposer sur « je feinte mon jab » et quand tu chasses, j'ai un crocheté derrière. Je pense qu'il a plus de chance avec son jab parce que en termes de système défensif, Ngannou n'utilise pas d'esquive. Il ne bouge pas sa tête de la ligne. Et donc, il y a beaucoup plus d'opportunités, je pense, avec les frappes en ligne, qu'à contourner le fait qu'il chasse et qu'il recule sa tête. Voilà. Ça, je trouvais ça important de souligner. J'aime bien la ref. Et moi, mon avis, qui n'engage encore une fois que moi, je vois plus une connerie de fait sur la multiplication des jabs et la droite qui arrive derrière. Peu importe de quel format, que ce fameux 1-3. Moi, je vois plus ça. C'est-à-dire que, là, encore une fois, il se doit de faire le combat parfait en termes de concentration. Si ça se déroule bien comme je le pressens, c'est-à-dire que s'il y a énormément de jabs et beaucoup de déplacements, il va falloir les gérer. Il va falloir. Alors, je ne vais pas donner mon game plan tout de suite. On va le faire dans quelques minutes pour le game plan de Francis. Mais je pense qu'il va falloir porter beaucoup d'attention à ça et être parfait dans la responsabilité défensive pour pouvoir rentrer dans la distance qui le concerne. J'en dis pas plus, on développe dans quelques minutes le game plan de Francis. Mais moi, je vois plus ça. Si ça doit se passer par KO, je vois une faute de pied ou un surengagement et la droite qui descend tel un coup près et qui sanctionne, le combat. La droite de Joshua, bien sûr. Ouais, moi, c'était mon dernier point. Mon dernier point dans la stratégie de Joshua, c'est viser une victoire à la décision. Chercher le finish s'il s'offre à lui. On ne se concerte pas, les gars qui nous écoutent encore à la combienième 37, 38. À la 40e. Ah oui, à la 35e minute. On ne se concerte jamais. Là, on s'est eu par message dans la journée vite fait pour mes dispos parce que j'étais full. Et tes indispos. C'est ça. Et ou mes indispos qui sont. Ouais, je lui rends la vie difficile en ce moment, mais on ne se concerte pas sur les podcasts. On fait de l'impro total, les gars, pour ceux qui veulent savoir. Ouais, on se prépare. Il y a une structure, mais on ne se dit pas ce qu'on va dire parce qu'on découvre vraiment les paroles de l'autre en cours de podcast. Eh ben, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie Joshua ? On a fait un beau tour, je trouve. Donc, du côté de Francis Ngannou, quelles seraient les grandes lignes stratégiques à mettre en place pour maximiser les chances de victoire contre Anthony Joshua ? Gestion du jab, responsabilité défensive et arriver le plus souvent dans la poche au clinch. Voilà comment je vois perdre le moins de rounds possible dès le départ et essayer d'arriver dans une distance où tu peux générer des dégâts et faire baisser le stamina et même la vigilance de Joshua. J'aime bien cette expression américaine qu'on entend assez souvent, make this fight dirty. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut le mettre dedans, il faut l'amener à ce clinch, il faut le fatiguer parce que pareil, même si c'est un boxeur accompli, le fatiguer, lui tirer un petit peu sur la tête, même si c'est
pas très régulier ce genre de situation, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire en baissant la tête, en mettant des uppercuts, en frappant en sortie de corps à corps, en pesant au maximum de son poids et de sa puissance sur Joshua. Et pareil, moi j'insiste sur ce cross. Moi je pense que tous ces boxeurs très académiques et qui boxent depuis des années, ils ont une certaine lisibilité de leur sparring et ils ne boxent qu'avec des mecs de la boxe anglaise. Et on sait que c'est pas des coups très corporate et recommandés par les aficionados. Et donc voilà, moi je pense que ces trajectoires un petit peu MMA, des frappes, plus le rentrer le plus souvent dans le clinch pour fatiguer, je vois le chemin de la victoire ici. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais clairement réponse au jab de Joshua. Ça, c'est une base quand tu affrontes Joshua, mais c'est très compliqué parce que tout le monde sait qu'il faut avoir des réponses à ces jabs et très peu trouvent les bonnes réponses à ce jab. Chercher le clinch, ça c'est automatique, que ce soit avec un double jab en laissant une porte ouverte. Donc, ce que j'entends par là, c'est essayer de mettre le plus possible Anthony Joshua sur son pied arrière, envoyer le double jab pour couvrir de la distance, mais en laissant plus d'espace sur le côté arrière que sur le côté avant, pour soit le forcer à sortir du côté arrière où il y a ton power punch, ou bien le forcer à sortir sur ton côté fermé vers ton jab pour justement casser cette distance et rentrer au clinch. C'est un peu choisi ton poison, ou bien engager sur les actions de Joshua. On sait que si ton adversaire engage et que tu engages en même temps, tu crées une collision, tu es au clinch. Donc il y a plusieurs stratagèmes qui sont intéressants pour trouver un maximum de fois le clinch dans un combat, sans pour autant prendre tellement de risques que ça. Et alors je pense, on le dit souvent, les 2 défaites contre Usyk, ça a un peu froissé la confiance de Joshua. Ça a été une grande question lors de ces 3 derniers combats. On a l'impression qu'il a repris sa confiance en lui et en sa boxe. Ceci étant dit, ça peut très vite s'envoler la confiance. Et je pense que venir très tôt avec une grosse prestance de par ton gabarit, mettre de la pression sans trop t'exposer, mais montrer que les frappes que tu envoies, si elles touchent, elles connectent et ça éteint les lumières, ça pourrait mettre Anthony Joshua dans sa tête, dans sa réflexion de ok, il y a de la pression sur mes épaules. Je peux pas perdre contre un mec qui fait son 2e combat en boxe anglaise. Tout le monde dit qu'il a perdu contre Tyson Fury parce qu'il l'avait sous-estimé. Moi, je l'ai pas sous-estimé. Je l'ai dit en interview. Je respecte énormément Francis Ngannou. Il y a un genre de pression qui peut se mettre très rapidement sur lui. Bien sûr. Et il a une expérience de dingue. On va pas se mentir. Il est très expérimenté. Il est très bon. C'est un professionnel du métier. Mais il a souvent été critiqué parce qu'il a craqué mentalement dans certains combats. Et en tant que Ngannou, tu dois te préparer à essayer de faire ça. Est-ce que tu vas y arriver? Peut-être que non, mais tu dois en tout cas essayer. Et je pense que pour essayer de le faire craquer mentalement, ça se joue sur les premiers rounds en mettant toi l'action. Parce que comme on vient de le dire, Joshua, il va commencer en étant patient, en prenant peu de risques. Donc si tu crées un peu le chaos, comme tu l'as dit, si tu make it dirty, tu te rajoutes des chances de victoire selon moi. Et c'est un des chemins vers la victoire pour Francis Ngannou. C'est pour ça que je parlais de ces 3 premiers rounds qui me paraissent très importants. Si tu le laisses s'installer, prendre confiance, scorer les 3 premiers, ça risque d'être compliqué, surtout sur du 10 après. Ok. Eh ben, on a fait le tour de tout, donc il ne nous reste plus que le plus important, selon notre audience, les pronostics et les préférences. Comme ça, on peut nous tomber dessus après le combat si on a mal pronostiqué, et on peut nous insulter avant le combat si on n'a pas la même préférence que vous. Je sais, c'est pour ça. Je nous tombe toujours dessus. Donc, alors je vais te poser la question je vais te donner une triple question, et puis tu te lances dedans. Allez. Premier, si tu devais donner en pronostat, donc si tu étais le bookmaker et que tu devais dire, ok, celui-là est favori à combien de pourcents? Qu'est-ce que tu donnerais? Deuxième, par conséquent, quel est ton pronostic? Vas-y. Donc, deuxième, quel est ton pronostic? Et troisième, quelle est ta préférence? Alors, je travaille pour une boîte de paris. Clairement, il faut rester cohérent. C'est un 65-35 ou un 60-40 pour Joshua. C'est son sport. C'est que le 2e combat de Francis et ça rendra sa performance d'autant plus belle. Ça, c'est en 1. En 2, non, je vais donner le 3 en premier. Ma préférence, très clairement, les gars, il n'y a pas de Camerounais, de Français. Ce mec s'est entraîné en France. Ce mec parle français, il est francophone, il est attaché à la France puisqu'il orne le drapeau français sur ses shorts. Mais clairement, je veux qu'il gagne par KO, clairement. Et c'est quelle semaine pour le drapeau tricolore. Alors, c'est pas un petit acte pour les Belges, hein, Chris, tu le sais. Moi, je kiffe la Belgique, mais c'est bon, on a Birora au PFL, c'est bon. C'est ça. Mais le jeudi, le vendredi et le samedi, il y a 3 francophones parce qu'on va pas. Si je commence à dire français, on va dire non, il est camerounais.
dites ce que vous voulez, mais il y a 3 gros combats et sur ces 3 gros combats, il y a 3 francophones ou français, c'est magnifique. Donc clairement, mon pronostic, ma préférence, pardon, c'est Francis par KO au 3e ou au 4e. Et quant à mon pronostic, là, il est plus mitigé. J'ai peur que la belle histoire s'arrête malheureusement et qu'on voit décision ou un KO à la fin, 8-9. C'est ma crainte. Malheureusement, c'est un peu comme dans Rocky, tu vois, le premier il se passe bien, mais le deuxième, ça reste un sport différent d'une autre, ça reste un sport que je respecte énormément et malheureusement, j'espère hein, de tout mon cœur, mais j'ai peur que la belle histoire se termine. Alors, moi, je vais répondre dans le sens inverse. Donc, j'ai commencé par ma préférence. Ma préférence, ce sera un KO, mais relativement tardif. Enfin, je vais pas dire tardif, 8-9 pour Ngannou, mais un truc genre 6, 5-6. Parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Ngannou gagne. Donc, je serai content pour la représentation du MMA et pour toutes les raisons que tu as citées avant. Et ça veut dire qu'on aura vu 5 rounds, ce qui nous aura donné du contenu et on aura kiffé parce que clairement, Mike Tyson, c'était un kiff sa carrière, mais tous des combats qui finissent en dessous d'une minute, tu as un petit goût de trop peu de temps en temps. Mon pronostat. Moi, je vais être un tout petit peu plus sévère que toi avec Francis Ngannou. Mais pour les mêmes raisons, hein, il faut respecter la boxe anglaise, c'est un sport à part. Je pense que Ngannou, il a vraiment choqué le monde. Je lui avais clairement manqué de respect dans son combat contre Tyson Fury. Mais ici, l'effet de surprise est passé. Je vois des chemins vers la victoire pour lui, mais je pense que je suis plus sur un 70-30, voire un 75-25 pour Joshua. Et donc, en termes de pronostic, j'ai pas envie de faire un plat réchauffé, mais je suis sur le même que toi. Je vois plutôt un Joshua à la décision. Je pense qu'il va être au plus prudent, mais je peux voir un finish arriver s'il arrive à fatiguer Ngannou et qu'il commence à se dire je peux prendre des risques, je peux me le permettre et je vais commencer à vraiment travailler mon bras arrière. Il y en a un qui va toucher et qui va le sécher. Donc voilà, plutôt Joshua décision, mais je peux voir un finish plutôt en termes de pronostic. Merci Aldric. Merci à vous, merci pour les petits messages parce qu'on parle des critiques, mais on remercie jamais les gens qui nous donnent beaucoup de force et il y en a plein et à très vite. Mais je crois, alors je vais trahir le secret, mais nous on se retrouve demain matin. Tout à fait. Et en fait, demain matin, c'est ce matin parce que je vais poster la vidéo évidemment demain midi. Les gens n'auront pas suivi, mais t'auras compris. Ciao, ciao à tous. Salut à tous.